sommes en ligne avec Fabrice Epelboin, spécialiste de la guerre informationnelle, enseignant à Sciences Po. Vous avez regardé les réseaux sociaux justement et vous avez vu qu'il y avait certains tweets, certaines déclarations qui étaient simulées par des robots qui proviendraient directement de la Russie. Alors, ces robots sont a priori opérés par la Russie. Après, il ne faut pas exagérer leur rôle. Jusqu'ici, toutes les analyses qui ont été faites sur ces fameux bots montrent qu'ils n'ont pas une efficacité phénoménale, bien moindre que Nigel Farage, qui lui, très clairement, a soufflé sur les braises. Il a été accompagné effectivement par des opérations de déstabilisation, très vraisemblablement commanditées par la Russie, auprès d'officines privées. On n'est plus dans le cas de figure qu'on a connu il y a un an ou deux, où il y avait la fameuse Internet Research Agency qui était très proche du Kremlin. Là, on est a priori plutôt sur un achat fait par vraisemblablement encore la Russie auprès d'une officine qui a priori serait plutôt localisée au Pakistan, mais de telles officines, vous en avez partout à travers la planète, et tous les États aujourd'hui se livrent à ce genre de petits jeux. Là, il y avait une opportunité incroyable pour la Russie, une opportunité aussi bien pour souffler sur les braises que pour jouer avec une forme de censure utilisée par les médias mainstream qui n'ont montré qu'une partie de l'affaire et qui, durant les premiers jours, ont fait passer ces manifestations pour exclusivement des émeutes. Et je rejoins tout à fait l'analyse de votre précédent intervenant, qui est très similaire aux Gilets jaunes, où pendant des semaines et des semaines, on a fait passer les Gilets jaunes dans leur ensemble pour des manifestants ultra-violents, avant petit à petit de réaliser que dans leur écrasante majorité, on avait plutôt affaire à des manifestations, certes un peu chaotiques, mais tout à fait pacifistes. Il est vraisemblable que ce soit la même chose en Angleterre. J'ai vu passer des sondages hier qui montraient que 6 Anglais sur 10 soutenaient les manifestations pacifistes, sans pour autant évidemment soutenir les violences qui s'y déroulaient. Et donc on a affaire à un phénomène beaucoup plus nuancé, qui, plutôt que d'être annoncé dès le départ, a été quelque peu biaisé, et ça a donné vraiment un levier considérable à toutes ces opérations de désinformation. Et pourtant, quand on regarde la télévision en Russie, eh bien, on ne voit que le Royaume-Uni en flammes. Évidemment, on se doute bien que la Russie veut tenter de déstabiliser les démocraties. Il faut regarder la déclaration de Sir Richard Dearlove, qui est ancien chef du MI6, qui disait que la Grande-Bretagne est dans un état de guerre grise avec la Russie. Ce sont ces mots. La désinformation en ligne est une tactique fondamentale dans le conflit de la Russie avec l'Occident. C'est votre impression aussi, Andrew Simkin, qu'il y a une forme de guerre grise qui se joue entre les deux États, entre la Russie et la Grande-Bretagne? Oui, très certainement. Et nous parlons beaucoup des élections américaines. Et de toute évidence, c'était grâce à Vladimir Poutine et ses services de renseignement que Donald Trump a été élu en 2016. Donc, quelque part, c'est dans les intérêts de la Russie que ce populisme violent et destructeur pour nos sociétés occidentales persiste. Fabrice Epelboin, vous disiez que finalement ces bots, ces robots qui sont générés par les Russes n'ont pas vraiment d'incidence. Néanmoins, ça joue sur les réseaux sociaux et l'image aujourd'hui compte énormément. En 2024, on a tous un téléphone portable et quand on voit effectivement la haine en ligne, ça a tendance à nous renforcer, si je puis dire. Ce qui joue principalement sur les réseaux sociaux, c'est qu'on voit autre chose que ce que les médias donnent à voir. Et à partir de là, le doute s'installe, la confiance envers ces médias s'érode, et ce phénomène de diminution de la confiance donnée aux médias est quelque chose qui date d'il y a déjà plusieurs années. Souvenez-vous des viols, par exemple, à Cologne en 2016, ou plus récemment des supporters anglais du Stade de France. La répétition continue de ce type de mésinformation provoque la fin de la confiance envers les médias et du coup un public de plus en plus nombreux qui se tourne vers les réseaux sociaux pour essayer de trouver une vérité et qui évidemment tombe dans un biais qui consiste à retenir l'information qui va dans le sens de ses propres biais. Donc on est dans une situation très paradoxale entre des médias qui vraisemblablement pour essayer de calmer la situation, cachent une partie de la réalité à leur public, des réseaux sociaux qui, du fait de l'effet de bulle, enferment ce même public dans d'autres biais, et d'une population qui se polarise totalement entre deux extrêmes.
Et surtout aussi, il faut dire, l'extrême droite a fait des réseaux sociaux son principal canal de diffusion, puisqu'elle n'a pas forcément autant accès aux médias traditionnels, elle est devenue experte des réseaux sociaux. Forcément, dans la mesure où elle n'a pas accès aux médias traditionnels, jusqu'à récemment en France, vu que les médias du groupe Bolloré ont quand même permis à cette extrême droite d'avoir un lieu où elle peut s'exprimer librement, elle s'est réfugiée sur les réseaux sociaux. Et ça, en France, c'est un phénomène qui date du XXe siècle, qui date de la période où Jean-Marie Le Pen, suite à ses dérapages antisémites, a été littéralement exclu des médias traditionnels et a vu tout son électorat basculer sur, non pas les réseaux sociaux, ils n'existaient pas à l'époque, mais les pages perso, puis les blogs, puis les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait plus d'une génération que cet électorat de l'extrême droite a basculé sur Internet pour y trouver l'information qui lui plaît, pour y trouver des lieux d'échange, des lieux où elle peut rencontrer des informations qui lui sont en temps normal cachées. Et aujourd'hui, elle a une expérience qui est absolument incomparable par rapport à toutes les autres forces politiques. Comment avez-vous lu la déclaration d'Elon Musk, le patron du réseau social X, qui a tweeté personnellement en parlant de guerre civile inévitable au Royaume-Uni? Alors, l'analyse d'une guerre civile, aussi bien aux États-Unis que sur le continent européen, elle est largement partagée par bon nombre de commentateurs. La lancer telle quelle, dans une telle situation, est totalement irresponsable de sa part. Est-ce que légalement, c'est un problème? Ça, c'est aux tribunaux anglais d'en décider. Mais très clairement, il s'agit non pas d'une ingérence, mais d'un comportement parfaitement irresponsable de sa part. Merci beaucoup, Fabrice Epel-Bouin.